Midi. Non, à midi. Avant 1h, il faut y aller. Bon, midi 30. Alors si c'est midi 30, on fait la pause dans quelques minutes. Ouais. Alors, oui, alors si on fait la pause, on va faire la pause tout de suite, et après on va faire, parce que moi j'ai parlé, il faut que je me repose, car je ne peux parler qu'à un certain moment. J'ai vidé la cruche, et vous allez la remplir en faisant un exercice tout à l'heure. Alors, oui, vous pouvez poser des questions comme vous voulez. Quand on va pas bien justement la pathologie, vient justement le problème de du connecteur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des mauvaises connexions qui sont faites entre les différents axes. Alors, si on a du temps, je vous montrerai, ça ne fait pas partie du programme, mais les connectopathies anatomiques, ça peut être... Si on fait des calculations sur un champ, il va être équilibré. Ah, tout à fait. Et si c'est un secret, alors, je vous donne juste, on a 2-3 minutes avant la pause, on va en parler. Depuis qu'on connaît le connectome et qu'on a la capacité de le photographier, alors attention, c'est pas en routine, hein. C'est fait à Neurospin. Hein. Qui ne connaît pas Neurospin? Vous connaissez tous Neurospin? Je leur en ai parlé. Non, mais il vous a tout dit. À quoi Serge? Pourquoi tu fais venir vraiment? Eh bien, si vous êtes à Neurospin, on a les bécanes les plus performantes au monde, et là, on est capable de voir les fibres de connectome, voir si elles sont cassées ou pas. Ça, c'est pour les fibres anatomiques. Mais aussi de voir comment les fibres anatomiques sont arrangées. Et par exemple, l'autisme, qui est une maladie en expansion considérable. Vraiment, il y a une augmentation de l'autisme de façon foudroyante. On se demande si en 2050, un enfant sur 4 ne sera pas autiste, à la vitesse de progression de l'épidémie, je dirais. Eh bien, on se rend compte que l'autisme, on peut le diagnostiquer en faisant une IRM d'un bébé de 4 mois. 4 mois. On n'ose pas faire plus tôt, mais on le fait à 4 mois. Et à 4 mois, on dit avec 100% de probabilité que cet enfant ne sera pas autiste, et avec 90% de probabilité, cet enfant sera autiste, à 4 mois. Alors ça rejoint votre question, Kadou. Depuis que l'on sait cela, pour les enfants qui ont pu bénéficier de ça, qui ne sont pas nombreux, on commence à s'y intéresser à l'âge de 4 mois. Et non pas à l'âge de 2 ans, où les parents hésitants, voyant la particularité de leur enfant, se disent oh, il est particulier, voilà, mais c'est sa particularité. Et ce n'est que vers 2 ans, 3 ans et parfois même 4 ans, au moment de la scolarité, que les maîtresses, alors ou les instituteurs, se rendent compte que l'enfant est autiste. Est-ce que, en le prenant précocement, on va pouvoir trouver des voies différentes qui permettront, en gardant sa particularité d'autiste, d'être plus confortable dans sa vie, parce qu'on a des autistes de type Asperger qui finalement arrivent à avoir des vies, disons, plus agréables que les autistes profonds que l'on voit dans les institutions. Voilà un exemple, par exemple, sur lequel on va pouvoir agir. Et puis il y a les connectopathies, toujours anatomiques, qui viennent des chocs des joueurs de rugby, des choses comme ça, ou des accidents de la vie, des accidents de la route ou des accidents domestiques. Et bien là, nos techniques, et on va le voir, ont la possibilité de faire en sorte que les pathologies qui sont liées à ces fractures de fibres et qui se traduisent toujours par des douleurs ou des troubles sensitifs. C'est des personnes qui ont des photophobies, qui ont des acouphènes. De nombreux acouphènes sont liés justement à des atteintes de structure là-haut, qui ont des pertes du goût, des choses comme ça. Et bien on sait maintenant que c'est au niveau de ces fibres-là. Ça c'est sur le plan sensoriel, et qui ont des modifications du caractère, ça c'est sur le plan psychologique, des modifications très particulières du caractère. Lorsque les connectopathies sont importantes, lorsque les fibres ont été vraiment très lésées au niveau du cerveau, eh bien la personne a une dégénérescence sur le plan psychologique, où une personne gentille, humble et bonne devient agressive, et même meurtrière. Exemple, un joueur de rugby américain, qui était un gentil garçon, qui a fait ses études de journaliste, tout en faisant sa carrière de professionnel de rugby américain, qui a été un des meilleurs joueurs de rugby américain, un très bon journaliste, mais bien sûr il a arrêté sa carrière, et à l'âge de 40 ans, la dégénérescence cérébrale s'est emparée de lui, et qu'a-t-il fait cet homme?
Et a tué sa femme. Il a tué sa femme et la copine de sa femme, hein, en direct devant la télévision du monde entier. Vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, c'était il y a 25 ans ou 30 ans. Il s'appelait O.J. Simpson. Voilà, le sportif se rappelle de O.J. Simpson. Hein, et son cas, alors, ça a été le premier cas officiel de connectopathie, mais à l'époque on ne connaissait pas les connectopathies. Il a été condamné à 30 ans de prison. Il en est sorti au bout d'1 an grâce à ses avocats. Mais il y a 4 ans, il est retourné en prison parce qu'il a encore refait une agression meurtrière et il est en prison maintenant à vie. Alors, peut-être pas à vie, parce que les avocats sont en train de revoir son dossier et ils attaquent la Ligue de football américain. Ça, c'est depuis 2 ans. Ce qui a un retentissement extraordinaire aux États-Unis depuis 2 ans. Les étudiants qui s'inscrivaient dans les clubs de rugby américain, de football américain, ils ne s'inscrivent plus. Par eux-mêmes, parce qu'ils ont été avertis, ce n'est pas leurs parents qui leur interdisent, hein, mais par eux-mêmes, parce qu'ils savent que ce sport-là génère des connectopathies anatomiques terribles, et que l'espérance de vie de ces joueurs, qui maintenant est étudiée, elle ne dépasse pas 60 ans. Elle ne dépasse pas 60 ans. Et quand il dépasse les 60 ans, c'est avec les troubles que je viens de dire, les troubles psychologiques, qui peuvent aller jusqu'au meurtre, mais qui parfois sont des troubles de dépression et des choses comme ça. Il y a une très belle série de cette histoire. C'est vrai? Ah oui. Ah, je ne savais pas. C'est vrai, vous l'avez vu? Ah non, mais elle est passée à la télévision française? Oui, ouais, sur le canal. Sur Canal? Ouais. Non, je ne savais pas. Ouais. Il y a eu 2 saisons. Ah, mais c'est bien. Mais voilà, pour répondre à votre question, comment ces nouveautés finalement nous aident. Et puis alors, là, je n'ai parlé que des connectopathies anatomiques, c'est-à-dire ces fibres coupées ou ces fibres mal connectées depuis la naissance dans l'autisme, mal connectées depuis la naissance dans la schizophrénie. La schizophrénie, on peut prédire là aussi, chez un enfant de 4 mois encore une fois, s'il sera schizophrène ou pas, d'après la structure du connectome. C'est assez extraordinaire. Place à faire pour les adultes. 4 mois, on va faire le geste. Hein. Oui, il ne faut pas les hospitaliser. Justement, il y en aura beaucoup moins dans 40 ans parce qu'ils auront été diagnostiqués tôt et on pourra trouver des voies d'orientation et d'éducation qui vont les aider. J'ai une petite question. Oui. On a parlé de différence entre l'hypnose Et les TAC. 4 mois, Est-ce qu'on, malgré les différences, est-ce qu'on utilise les mêmes techniques? Alors, on peut utiliser l'hypnose classique, ericksonienne, enfin ericksonienne, parce que l'hypnose traditionnelle, c'est fini, qui donne des bons résultats. Et lorsque on reprend les études scientifiques, et qui sont nombreuses maintenant, hein, sur Medline, vous avez 18 000 études qui ont été publiées sur l'hypnose. Et si on sélectionne dans ces 18 000 études celles qui sont sérieuses, alors là, elles sont beaucoup moins nombreuses, elles sont à peu près 700 ou 800. Le travail a été fait par le CNRS, l'INSERM, qui a été chargé il y a 4 ans maintenant, 2014, oui, qui est de 2005 ans même. L'INSERM qui a été chargé d'étudier l'hypnose et les publications sur l'hypnose pour voir si l'hypnose c'était quelque chose de sérieux ou pas. Et les gens de l'INSERM ont fait un travail de 3 ans où ils ont pris justement ces 12 000, il y en avait 13 000 à l'époque publications. Ils ont éliminé, avec les moyens modernes que l'on a informatiques, toutes celles qui présentaient un biais. Ils ont éliminé pour ainsi dire 12 000, il n'en restait qu'un peu moins d'1 millier, 700 ou 800, qui étaient sérieuses, qui n'avaient pas de biais. Et lorsqu'on reprend ces publications sérieuses sur l'hypnose, on se rend compte que les scénarios qui ont été employés étaient tout simplement des scénarios, comme celui qu'on a proposé aux dames pour la mammectomie, des scénarios d'orientation de l'attention, c'est-à-dire de stimulation de l'attention en la liant à des métaphores, et si possible une métaphore poétique avec des figures de style, comme vous en avez donné une tout à l'heure, ma chère, on vous remercie de ça. Rien que pour ça, vous méritez la pause qu'on fait tout de suite. Allez, c'est la pause. Bon.